Bonjour à tous, on espère que la colle s'est bien passée. Juste avant de débuter la correction, je voulais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat où on y répondra par écrit, ou alors vous pouvez aussi rejoindre le Discord des permanences où les tuteurs pourront vous répondre à l'oral pour de plus amples informations. Allez, je vous laisse avec la correction. Bonne correction à tous. Bonsoir à tous, on se retrouve donc du coup pour la correction de la colle du E2M2. On espère que la colle s'est bien passée. Alors, petite précision avant de commencer la correction. On a envoyé notre colle à professeur Erdin et du coup elle nous a répondu et on a pu intégrer ses remarques dans cette colle. Alors, on commence tout de suite avec le premier QCM, donc concernant le cytosquelette. Deux bonnes réponses, donc on avait l'item A et l'item B. L'item A, donc pourquoi c'était vrai? Donc, parce que effectivement on a bien trois types de grandes catégories de filaments dans le cytosquelette. On a les filaments d'actine, les microtubules et les filaments intermédiaires. Et on retrouve donc du coup des protéines qui sont spécifiques des filaments auxquels elles sont attachées, et donc du coup qui sont des protéines associées. Donc item B était vrai aussi, donc c'est une structure dynamique en perpétuel remaniement, donc il faut bien voir le cytosquelette comme tel. C'est pas du tout une structure comparable macroscopiquement à un squelette comme le squelette osseux, quoi, qui a vraiment un rôle de structure et de soutien rigide et macroscopiquement qui ne se remanie pas. Eh bien, ici on a vraiment quelque chose qui se remanie, qui est flexible, qui se polymérise, dépolymérise, qui permet des transferts, qui va peut-être être parfois vraiment très flexible, etc. Donc on a vraiment quelque chose de dynamique et en perpétuel remaniement. Item C, D et E donc étaient faux. Donc item C, pourquoi il était faux? Parce que ici c'était la forme du filament intermédiaire, du filament d'actine qui n'allait pas. C'est pas un cylindre creux, mais bien une disposition en double hélice alpha qui prend une forme de torsade. Le cylindre creux, lui, s'apparente donc du coup plutôt au microtubule. Il y a des cylindres aussi pour donc les filaments intermédiaires ont une forme cylindrique, mais eux ce sont des cylindres pleins. On continue donc du coup avec l'item D. Donc l'item D était faux. Les microtubules possèdent un point d'ancrage dans la cellule qu'on appelle le centrosome et pas le centriole. Le centriole, ça fait partie du centrosome, mais c'est pas le centrosome. Le centriole, si on veut, en fait, c'est l'unité la plus petite du centrosome. Après, autour, on va se construire, enfin, on va avoir un assemblage de choses qui va arriver à aboutir au centrosome. Donc le centriole plus un autre centriole, ça fait un diplosome. Ils sont de manière perpendiculaire et donc du coup ils sont en groupe comme ça. Ensuite, donc du coup, autour de ce diplosome, on va retrouver du matériel péricentriolaire et donc du coup après des sites de nucléation qui vont être un peu partout autour du centrosome et qui vont permettre d'attacher les microtubules. Au niveau du centrosome, d'ailleurs, les microtubules prennent leur extrémité moins. On continue donc du coup avec le dernier item qui était faux aussi, donc on retrouve des filaments intermédiaires dans le noyau parce que donc du coup ils vont former ce qu'on appelle la lamina, donc ce sont les lamines et elles vont conférer une résistance à l'enveloppe nucléaire et donc du coup au noyau d'une manière générale. Alors QCM2 on avait deux bonnes réponses, donc B et D. Donc l'item A était faux, donc les myosines de type 1 sont responsables des mouvements intracellulaires et pas des contractions musculaires, donc ça c'est le rôle des myosines de type 2. Les myosines de type 2 vont avoir une queue qui va être beaucoup plus longue et qui vont donc du coup permettre cette contraction musculaire. L'item B était vrai, il existe bien deux types de protéines associées aux microtubules, ce sont les protéines stabilisatrices et motrices. Les protéines stabilisatrices, comme on le voit sur cette slide, on peut le prendre au niveau par exemple des neurones, donc on va retrouver les MAP2 et aussi donc du coup les protéines tau qui sont juste ici. Il va y avoir des maps motrices, donc qui seront plutôt les dynéines et les kinésines. Alors, vous le verrez, mais il y a un autre item qui concerne donc du coup les dynéines et les kinésines. Donc du coup pour moi, ici il y a un petit moyen mémotechnique pour l'item en question. Moi je vais vous en dire un tout de suite et puis après comme ça on pourra passer plus vite à la suite. Moi pour me rappeler de d'où à où allaient les dynéines et les kinésines, je me disais que les dynéines allaient en dedans, donc dynéines en dedans, et que les kinésines elles voulaient se casser de la cellule, donc du coup elles allaient en dehors parce qu'elles se cassaient, kinésine cassée, donc du coup c'est comme ça que je m'en rappelais. Qui est un moyen mnémotechnique différent de celui-là. Voilà. Donc du coup, item C était faux, donc la protéine tau forme des réseaux étroits au sein des axones et pas des faisceaux larges, donc c'est les protéines MAP2 qui vont former des faisceaux larges, et plutôt d'ailleurs au niveau du corps cellulaire, les protéines tau, elles vont plutôt au niveau donc des axones. On a donc du coup l'item D donc, qui était vrai, la distribution anormale de la protéine tau au sein donc, du neurone peut être un critère pathologique, donc elle va signer par exemple une maladie d'Alzheimer, un dépôt d'une protéine tau hyperphosphorylée, anormalement phosphorylée au niveau du corps cellulaire, va entraîner par exemple une pathologie, la maladie d'Alzheimer.
Item E, donc était faux, les dinéines sont responsables du transport de vésicules d'endocytose, et là vous aviez un super moyen mémotechnique pour justement cocher directement que c'était faux. Et donc du coup c'est pas les kinésines, hein, c'est bien les dinéines. Alors, on continue avec le QCM3 concernant les filaments d'actine. Trois bonnes réponses, BCE. Donc les filaments d'actine ont une épaisseur d'environ 7 nanomètres. Pas de problème, ils sont composés donc du coup d'actine G, de monomères d'actine G liés entre eux. Ils sont bien ubiquitaires. Ils sont rigides. Ah ben non, ils sont pas rigides, ils sont flexibles. Donc du coup, ils sont cet item C, cet item D pardon était faux. Ils sont pas rigides, ils sont flexibles. C'est pas comme des microtubules. C'est vraiment une structure qui va pouvoir permettre par exemple la mobilité cellulaire au niveau du cortex cellulaire. Donc du coup, c'est des structures qui sont très flexibles. Elles peuvent aussi interagir avec CAPZ, donc pour l'item E, donc c'était vrai aussi. Elles peuvent interagir avec l'alpha-actinine, avec la myosine, elles peuvent interagir avec la filamine, la facine, bref, avec plein de molécules, donc du coup ça faisait une partie d'une des molécules avec lesquelles elles pouvaient interagir. On continue avec le QCM4, donc concernant la structure ci-contre, donc du coup ici on avait en l'occurrence un centriole ou un cinétosome. Alors ce centriole ou ce cinétosome, il va être présent dans le diplosome, hein, comme j'ai dit, c'est la structure qui va comprendre deux centrioles. L'item B, il est donc du coup entouré d'une matrice de map, donc le matériel péricentriolaire qui va composer le centrosome. Donc là, rien pour le moment, pas de problème. Item C, il était faux, donc pourquoi? Parce qu'il n'est pas retrouvé au niveau de l'axonème, mais du corpuscule basal. L'axonème, il faut bien se le représenter, c'est plutôt la partie, une partie plus distale, si on veut, d'un flagelle, par exemple. C'est pas du tout l'endroit d'ancrage du flagelle, et donc le corpuscule basal le constitue, en fait. Donc du coup, elle est retrouvée au niveau du corpuscule basal. Donc item C, faux. Idem D était faux aussi, donc est composé de filaments impliqués dans les phénomènes de transport et division cellulaire, entre autres, pas de contraction cellulaire, ça c'est bien les filaments d'actine, donc on a fait ici trouver une manière détournée de parler de ces filaments d'actine. Donc ici, les bons filaments qui le composent, ben, vous le voyez bien ici, c'est des triplés de microtubules, donc c'est forcément des microtubules. Ici, on a donc dans la correction, vous le verrez, on a mis donc du coup transport et division cellulaire comme fonction des microtubules, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres, par exemple la fonction de maintien des organites en place. Et puis on termine avec l'item E, donc qui était bien vrai. Elle est bien présente, cette structure, dans les spermatozoïdes. Notamment au niveau du col, parce que donc c'est là où on retrouve les centrioles, et si parmi donc du coup les anciennes cols, si vous ne les avez pas faites, donc du coup un moyen mnémotechnique facile pour rappeler que au niveau du col on retrouve les centrioles, c'est que col C, centriole C, donc du coup c'est facile pour s'en rappeler. On continue avec le QCM5, donc avec deux bonnes réponses, A, D. Donc ils sont bien à une épaisseur d'environ 10 nanomètres, là il n'y a pas de problème. B, faux, donc sont composés de monomères fibreux et pas globulaires, donc parce que les filaments qui sont composés de monomères globulaires, ce sont les microtubules et les filaments d'actine, mais pas justement, c'est la seule, l'exception, entre guillemets, c'est les filaments intermédiaires qui sont composés de monomères fibreux. Ils se polymérisent pas en présence, donc du coup, de nucléotides énergétiques comme l'ATP, donc là aussi c'était un item qui était faux. Ça concerne surtout, et ça concerne uniquement d'ailleurs, les filaments d'actine concernant l'ATP. Il confère aux cellules une stabilité et une résistance aux contraintes mécaniques, donc là c'était vrai. Vous allez retrouver dans les cellules épithéliales par exemple, de grandes réseaux, si on veut, enfin de grands réseaux, oui, de filaments intermédiaires qui sont par exemple des cytokératines. Et puis, ils sont donc du coup spécifiques des cellules, donc là aussi c'était faux, parce qu'on vous disait qu'ils sont peu spécifiques pour l'item E. Donc du coup, non, ils sont spécifiques des cellules, puisqu'on va en retrouver des grandes quantités et d'une grande diversité, quoi. On va retrouver par exemple des lamines dans les noyaux de toutes les cellules, donc là c'est pas spécifique, mais par exemple au niveau de différentes choses, on va retrouver donc du coup la GFAP par exemple, on va retrouver les neurofilaments, on va retrouver les vimentines, les desmines, bref, on va retrouver plein de filaments intermédiaires différents, très spécifiques des cellules dans lesquelles ils se trouvent. Bref, donc on continue avec le QCM6, donc un QCM assez intéressant puisqu'il en fait, il tournait à l'envers ce qu'on cherchait en fait. Donc ici, QCM6, le système endomembranaire comporte entre autres donc un QCM classique que le professeur Thérault aime bien faire tomber, donc c'est en général une liste, donc il va mettre le RE, machin et tout ça. Donc il faut bien retenir ce QCM parce que c'est un QCM important.
Euh, L'item A, donc du coup, est vrai, donc effectivement, là, ici, on voulait vous faire trouver, donc du coup, le réticulum endoplasmique. L'item B est vrai aussi, donc on voulait vous faire trouver ici, par l'intermédiaire de la phrase, donc du coup, l'appareil de Golgi. L'item C est faux, hein, puisque là, ici, l'appareil, enfin, l'organique où se déroule la synthèse de l'ATP, eh bien, c'est la mitochondrie, c'est pas du tout ça fait pas du tout partie du réticulum, enfin, du système endomembranaire, je veux dire. Et puis l'item D, donc du coup, on voulait vous faire trouver donc lysosome. L'item E, pour finir, donc comme ça j'aurais tout fait. L'item E, bah, du coup, on va voulait vous faire trouver donc du coup l'appareil de Golgi, et là encore, bah, ça fait partie du système endomembranaire. Donc c'était intéressant parce que cet item, on l'avait tourné à l'envers. On avait utilisé les fonctions des organites pour vous faire trouver les organites qui appartenaient au système endomembranaire. Donc c'est un item relativement, enfin c'est un QCM très intéressant. Et puis on finit donc du coup avec le QCM7 où tout était juste. Et donc du coup, on avait tout juste. Donc le SEM est présent dans les cellules eucaryotes à l'exception des hématies. Les hématies sont des cellules anucléées et qui ne possèdent pas de système endomembranaire, donc elles n'ont pas enfin, elles ont pas de SEM il n'y a pas de système endomembranaire dans les hématies. B donc est vrai aussi. L'enveloppe nucléaire fait partie du SEM, donc en fait elle est un prolongement du réticulum endoplasmique. L'item C, donc il existe deux types d'exocytose, l'exocytose régulée et l'exocytose constitutive. Donc l'exocytose constitutive, c'est l'exocytose basale, donc ça va être enfin, on va avoir plein de flux qui vont partir vers l'extérieur de la cellule, vers la matrice extracellulaire par exemple. L'item D est vrai. Donc le transport des vésicules s'effectue grâce aux microtubules, donc on va avoir par exemple tout simplement ici le transport par la dynéine et la kinésine, et en E donc du coup les endosomes prennent également le nom de vésicules d'internalisation puisque c'est ce qu'ils font, c'est les vésicules d'endocytose, donc voilà, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ce QCM. Voilà, donc je laisse ma place donc du coup aux autres tuteurs et puis on se revoit pour la correction de la prochaine colle, et si vous avez des questions n'hésitez pas à le poser en chat. Des bisous! Coucou, bon j'espère que vous allez bien. On va poursuivre du coup la correction de la colle. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Donc QCM8, il y avait deux items de jus, c'était les items A et C. L'item B, il était faux, on vous disait que le réticulum endoplasmique est un organite dont la membrane est riche en protéines et en cholestérol. Donc ça c'est faux parce que le réticulum endoplasmique, en fait, il a une architecture en bicouche lipidique qui est classique, mais sa caractéristique, c'est que c'est une membrane qui est pauvre en cholestérol. Donc l'item B était bien faux. L'item D, il était aussi faux. On vous dit que les cellules excrétant des lipases nécessaires à la digestion ont plus de REL que de REG. Donc là, c'était l'inverse. Elles ont plus de REG que de REL. En fait, ici, on vous parlait des cellules exocrines pancréatiques, qui sont des cellules sécrétrices et qui ont du coup une forte activité de synthèse protéique. Donc, elles ont plus de REG que de REL. L'item E, il était aussi faux. Le REG prédomine bien dans les neurones, mais il ne prédomine pas dans les hépatocytes, puisque dans les hépatocytes, c'est le REL qui prédomine. Donc là, il fallait bien faire attention. Donc QCM8, les deux items de jus, c'était les items A et C. QCM9, donc là il y avait trois items de jus, c'était les items B, C et D. L'item A il était faux, on vous disait que le RE assure la synthèse des protéines du peroxysome. Donc ça c'est faux en fait parce que les protéines du peroxysome elles sont entièrement synthétisées dans le cytosol au niveau des ribosomes libres. Elles ne possèdent pas en fait de peptide signal d'adressage vers le réticulum endoplasmique. Donc leur synthèse se fait du début à la fin dans le cytosol. Item E, il était faux. On vous disait que le RE permet la dégradation des protéines à demi-vie courte. Alors ça, c'était faux parce que c'est une fonction qui est exercée par le protéasome, qui est situé dans le cytosol, et qui viendra en fait dégrader les protéines qui ont mal été repliées. Mais ça, cette fonction s'exerce dans le cytosol par le protéasome, et pas du tout, du coup, par le RE. Donc QCM9, les trois items de jus, c'était le B, le C et le D. QCM10, donc là il y avait aussi trois items de juste, le A, le B et le C. Juste pour l'item B, on vous parlait d'un complexe protéique associé à une seule molécule d'ARN qui vient se fixer sur le peptide signal lors de l'adressage. Donc en fait ici on parlait de la SRP. Donc la SRP, la particule de reconnaissance du signal. Donc là, c'était juste pour vous faire le petit rappel. L'item D, il était faux. On vous disait que la SRP est essentiellement présente dans le réticulum endoplasmique. Donc ça, c'est faux, puisque la SRP, elle est majoritairement présente dans le cytosol, puisqu'elle va permettre en fait de reconnaître les protéines qui ont ce peptide signal d'adressage vers le RE et de les amener au niveau du réticulum endoplasmique. C'est pour ça qu'elle se trouve du coup essentiellement dans le cytosol.
L'item E, il était faux. On vous disait que la synthèse protéique continue lors de l'adressage vers le RE. Donc ça, c'est faux. En fait, elle est arrêtée. C'est-à-dire que d'abord, la SRP va venir se fixer sur le peptide signal d'adressage vers le RE, puis elle se fixe sur le site de liaison, le domaine de liaison au site A du ribosome. Et c'est cette fixation qui va entraîner un arrêt de la synthèse protéique. Et ensuite, la synthèse protéique reprendra une fois que la SRP se sera détachée du ribosome. Mais entre les deux, la synthèse protéique s'arrête totalement. Donc QCM10, ces 3 items de jus, c'était le A, le B et le C. QCM11, donc là on vous parlait des protéines qui ont un seul passage transmembranaire. Donc là il faut retenir qu'il y a en fait deux grands cas. Soit ces protéines ont une extrémité NH2 luminale et une extrémité COH cytosolique, donc c'est le premier cas qui est représenté ici. Soit ce sont des protéines qui ont une extrémité qui est NH2 cytosolique et l'extrémité COH qui est terminale. Donc là c'est vraiment les deux grands cas de protéines à un seul passage transmembranaire. Donc du coup pour le QCM11, les 3 items de jus c'était le A, le C et le E. L'item B il était faux, on vous disait dans le cas où l'extrémité NH2 est cytosolique, donc c'est-à-dire ce deuxième cas, les protéines possèdent un peptide signal qui est clivé par une signal peptidase, donc ça c'est faux, ils ne possèdent pas de signal peptidase, c'est dans le cas où l'extrémité NH2 est luminale et l'extrémité COH est cytosolique, où il y aura une signal peptidase qui viendra en fait cliver la protéine. L'item D il était aussi faux. Dans le cas où l'extrémité NH2 est cytosolique, les protéines ne possèdent pas un PTT. C'est uniquement le cas où les protéines, ou dans le cas où l'extrémité NH2 est luminale et l'extrémité COH est cytosolique. Là, elle possède bien le PIT, mais qu'on retrouve aussi ici. Et en plus, elle possède un PTT. Donc, du coup, l'item D, il était faux. QCM12, donc là il y avait 3 items de jus, c'était le A, le B et le E. L'item C, il était faux, donc là on vous parlait des protéines multipasses, donc les protéines multipasses, c'est des protéines qui ont de multiples passages transmembranaires, qui ont plusieurs passages transmembranaires, qui contiennent à la fois des PTT et des PITs. Donc l'item C, il était faux, on vous disait qu'une protéine multiplace nécessite pour être formée un unique complexe de translocation et une unique SRP. Donc ça c'était faux, en fait, il y aura autant de complexes de translocation et de SRP qu'il n'y a de PIT. En théorie, c'est une protéine qui peut aller jusqu'à 10 passages, mais ça c'est la théorie. L'item D, il était faux, on vous disait qu'elle présentait systématiquement un signal peptidase, ça c'est pas systématique, elle ne présente pas de peptide signal qui va être clivé, on voit que tout reste enchâssé dans la membrane. Donc QCM12, les 3 items de jus, c'était le A, le B et le E. QCM13, donc là il y avait un item de jus, c'était l'item D. Donc là on vous parlait de la N-glycosylation des protéines qui avaient été synthétisées dans le RE. L'item A, la N-glycosylation des protéines, c'est le transfert d'un oligosaccharide de 14 résidus, donc ça c'était très bien, mais c'était non pas sur un résidu arginine comme c'était écrit, mais sur un résidu asparagine. Donc là c'était un petit peu méchant, mais il fallait bien faire attention entre les deux. Item B, il était aussi faux. Parmi les 14 résidus, on retrouve non pas 9 glucose, mais 9 mannose. Donc parmi les 14 résidus, on a nos 9 mannose, plus les 3 glucoses et les 2 N-acétylglucosamine. L'item C, il était faux. Le transfert s'effectue sur un motif particulier de N-glycosylation qui est constitué bien de 3 acides aminés. Donc là, il fallait bien faire attention, c'était le même piège que dans l'item A. C'était non pas arginine, mais asparagine X sérine et asparagine X thréonine. Donc là, il fallait faire attention. Et ensuite, l'item E, il était faux. La synthèse de l'oligosaccharide se fait dans un premier temps, non pas côté luminal, mais côté cytosolique. Et ensuite, il y aura un flipping qui va faire que la synthèse continuera côté luminal. Donc côté cytosolique, d'abord on a notre dolicol qui va être phosphorylé, puis il va y avoir la fixation des 2 N-acétylglucosamine et de 5 mannose. Ensuite, flipping, ça passe du coup dans la lumière du RE, donc côté du RE, et il va y avoir ensuite la greffe des 4 mannoses manquants et des 3 glucoses. Donc QCM13, le seul item de juste était l'item D. QCM14, donc là il y avait 2 items de jus, c'était le B et le C. L'item A il était faux puisque le repliement de la protéine permet à ces protéines justement d'acquérir une structure qui est tridimensionnelle. C'est-à-dire que les protéines qui sont synthétisées dans le RE vont être ensuite repliées par des protéines chaperones afin d'acquérir une structure tridimensionnelle.
Donc les items B et C, ils étaient faux. L'item D, il était faux. La calréticuline, elle est non pas intraluminale comme on l'a dit, mais elle est transmembranaire, donc elle est juste ici. Et la calnexine, elle se lie au domaine protéique et glycosylé de la protéine à replier. Donc en fait, vous avez vos protéines qui ont été synthétisées dans le RE, qui vont être prises en charge donc, par des premières protéines chaperones, donc les BIP ou les GRP78, qui vont commencer à les replier. Donc elles seront pas vraiment bien repliées. Et elles vont être prises en charge ensuite par 2 autres protéines chaperones qui sont la calnexine ou la calréticuline qui vont continuer en fait à les replier. Soit la protéine a acquis sa structure tridimensionnelle et dans ce cas-là elle sera adressée au compartiment qui est concerné, soit elle n'est pas bien repliée et dans ce cas-là eh bien, elle sera adressée vers le cytosol où elle sera dégradée notamment par le protéasome du coup dont on parlait tout à l'heure. Donc ces 2 protéines, la calnexine et la calréticuline dont on a parlé dans les items D et faux, c'est 2 protéines chaperones qui sont attachées à la membrane du RE et qui finissent le travail qui avait été commencé par les protéines chaperones BIP ou la GRP78. Voilà, donc du coup j'en ai fini avec ma partie et je vous laisse avec la suite de la correction. Bisous! Coucou les gars, j'espère que la colle s'est bien passée. Donc pour ma part, je vais corriger les QCM 15 à 21, donc c'est parti. Donc le QCM 15, ça a concerné le réticulum endoplasmique, il y avait 3 réponses de juste. Donc A, c'était vrai, la synthèse des lipides se fait bien sur le feuillet cytosolique de la membrane du RE. Pourquoi le feuillet cytosolique? Parce que déjà les transférases, qui sont les enzymes qui interviennent dans la synthèse de ces lipides, se situent sur ce feuillet, et qu'en plus la synthèse de lipides nécessite de prélever des éléments qui se trouvent dans le cytosol. Donc ensuite B, c'était faux. Donc ce ne sont pas les transférases mais les flipases qui assurent le basculement de certains phospholipides vers le feuillet luminal. Comme je vous disais précédemment, les transférases sont nécessaires à la synthèse des lipides, mais elles n'assurent pas leur répartition dans la membrane du RE. Ensuite, l'item C, il était vrai, la membrane du RE contient des pompes CA2+, ATPase. L'item D, il est faux. Donc dans la cellule musculaire, on retrouve une majorité de réticulum endoplasmique lisse, parce que c'est lui qui constitue ce site de stockage du calcium, et la cellule musculaire en a évidemment besoin de tout ce calcium pour pouvoir faire la contraction musculaire. Donc ensuite, l'item E était vrai aussi. Dans les cellules rénales, le réticulum endoplasmique possède des enzymes de détoxification qui vont rendre les xénobiotiques solubles. Oui, et parmi ces enzymes, on retrouve d'ailleurs les enzymes du cytochrome P450. Donc ACE pour la 15. Donc ensuite, le QCM16, il n'y en avait qu'une seule de juste, et ça a concerné les protéines synthétisées dans le RE et dont le repliement n'a pas été correctement effectué. Donc celle qui était juste, c'était la A, les protéines mal repliées subissent une rétrotranslocation. Donc quand on parle de rétrotranslocation, ça veut dire qu'en fait la protéine mal repliée va être en gros transférée vers le cytosol, comme on peut le voir sur ce schéma. Voilà, donc ensuite l'item B, il était faux. Donc les protéines accessoires transportent les protéines mal repliées à travers le canal de translocation, mais en sens inverse. Elles le transportent en sens inverse, voilà. Donc l'item C, le protéasome n'est pas un organite, mais un complexe enzymatique qui se situe dans le cytosol. Donc, là, on le voit. Ensuite, l'item D, faux. Donc la déglycosylation des protéines mal repliées a lieu dans le cytosol et pas dans le RE. Et je vous rappelle que cette action est catalysée par la N-glycanase que l'on voit là et qui va donc enlever le sucre qui est représenté en bleu. Donc, voilà. Et ensuite, E, c'est faux. Une foldopathie entraîne l'accumulation de protéines pas glycosylées mais ubiquitinylées. D'ailleurs, on le voit en fait, l'ubiquitine se fixe sur la protéine qui doit passer dans le protéasome, voilà. Donc rien à voir avec la glycosylation. Donc un seul item de juste, c'était le A. Ensuite, QCM17, donc là on passe sur l'appareil de Golgi et ses généralités. Il y en avait 3 de juste, c'était BDE. Donc on compte à peu près, non pas 100 à 1000, mais 1 à 100 dictyosomes par cellule. Donc le dictyosome, c'est l'unité fonctionnelle du Golgi. Ensuite, le B, c'est vrai, les dictyosomes sont bel et bien polarisés. Ensuite, du coup, C, c'est faux. C'est le RE qui est constitué de saccules et de tubules.
en continuité avec l'enveloppe nucléaire. L'AG, lui, c'est pas du tout ça. Déjà, il n'est pas en continuité avec avec l'enveloppe nucléaire, pardon, et il est constitué de saccules, comme on peut le voir, et de petites vésicules. Voilà. Ensuite, du coup, D, c'est vrai. Un dictyosome comporte 5 compartiments fonctionnels qui sont dans l'ordre le cis-golgien, le cis, le médian, le trans et le transgolgien. Et ensuite, E, c'est vrai aussi. Toutes les protéines bien repliées passent obligatoirement dans les 5 compartiments. Voilà, donc QCM17, c'était BDE. Ensuite, on passe sur le QCM18, donc sur les fonctions de l'appareil de Golgi. 3 de juste ABC. Donc, l'item A, c'est vrai. Il est bel et bien le carrefour de la voie de biosynthèse-sécrétion. Après être passé par le réticulum endoplasmique, comme on le voit là, les protéines vont être adressées pour subir des modifications secondaires au sein de l'appareil de Golgi. Voilà. Ensuite, du coup, le clivage des précurseurs protéiques, c'est toujours pareil. Donc voilà, c'est après ce passage par le RE, une autre phase de modification des chaînes va se dérouler au sein de l'appareil de Golgi. Ensuite, la O-glycolysation, c'est vrai, elle a lieu dans l'appareil de Golgi, à ne pas confondre avec la N-glycolysation qui, elle, a lieu dans le réticulum endoplasmique. Ensuite, D, faux, c'est le RE qui s'occupe de la détoxification des xénobiotiques et du stockage et de la libération du calcium. Donc ABC pour la 18. Ensuite, du coup, QCM19, donc là on passe sur la partie du cours de Yardin, du professeur Yardin. Donc du coup, QCM19, il y en avait 3 de juste, CDE, et ça concernait la maturation des spermatozoïdes dans les voies génitales masculines. Donc, A, c'est faux. Donc cette maturation n'entraîne pas la répression de la mobilité linéaire, mais l'acquisition. Donc durant la maturation dans les voies génitales masculines, le spermatozoïde subit des modifications membranaires qui entraînent l'acquisition de la mobilité. Mais après, cette mobilité va être inhibée par le milieu environnement, c'est-à-dire le liquide séminal. Donc il y a bien une acquisition de la mobilité linéaire et pas une répression. Item B, c'est faux. Cette maturation entraîne la décapacitation épididymère par fixation de molécules présentes dans le liquide séminal. Donc, ces molécules présentes dans le liquide séminal, elles ont pour but de stabiliser la membrane plasmique des spermatozoïdes et d'empêcher toute possibilité de réaction acrosomique dans les voies génitales masculines. Donc, du coup, c'était bien faux. Item C, c'est vrai, une rupture prématurée de l'acrosome peut entraîner une inflammation locale dans les VGM. Donc, pourquoi ? Parce que c'est d'ailleurs pour ça que la réaction acrosomique ne doit pas se faire dans les voies génitales masculines, parce que si elle se déroulait, en fait, il y aurait une libération d'enzymes qui s'attaquerait au tissu environnant, et donc du coup qui entraînerait cette inflammation locale. Donc c'est bien vrai, ça peut entraîner une inflammation. Item D, vrai, durant cette maturation, il y a une mise en place de molécules de reconnaissance de la zone pellucide. Ce sont tout simplement les récepteurs aux molécules de la ZP, et elles sont d'origine épididymère du coup. Et item E, c'est vrai, le trajet épididymère va durer entre 10 jours et 2 semaines en moyenne. Ça varie en fonction de l'activité génitale. Donc, il y avait CDE, item CDE pour le QCM19. Donc, QCM20, donc là, c'était concernant le transport des gamètes mâles dans les voies génitales féminines, qu'une seule de juste, c'était la C. Donc, A, c'est faux, parce que les spermatozoïdes sont déposés au niveau du cul-de-sac postérieur et non pas antérieur. Ensuite, l'item B, c'est faux. Les spermatozoïdes doivent aller rejoindre l'ovocyte 2, qui ne se retrouve pas au tiers médial, mais au tiers externe de la trompe. Donc, soit tiers distal, soit tiers externe, mais pas tiers médial. Ensuite, l'item C, il est vrai. Donc, les spermatozoïdes subissent une sélection qualitative et quantitative. Donc, pourquoi ? Parce que qualitative, dans le sens où les spermatozoïdes défectueux ne franchissent pas la distance, ne finiront pas leur traversée, et quantitative parce qu'il y a un nombre limité d'entre eux qui arrivent au complexe cumulo-ovocytaire. Ensuite, l'item D, il n'y a pas 2000 spermatozoïdes, mais 200 seulement qui arriveront au contact du complexe cumulo-ovocytaire. Et ensuite, E, donc c'est faux, c'est pas une oligospermie, mais une polyspermie qui entraîne un risque d'avoir un développement d'embryon anormal. Pourquoi ? Parce qu'une polyspermie, en fait, c'est une fécondation par plusieurs spermatozoïdes.
Donc tu peux te retrouver du coup avec un embryon qui sera triploïde. Donc il y a bien trop de matériel génétique au sein de cet embryon. Et quant à elle, l'oligospermie, par contre, ça correspond à une insuffisance de spermatozoïdes qui, elle, peut entraîner une stérilité, quoi. Donc ensuite, du coup, je finis avec le QCM 21. Donc là, on va parler des différents blocages dans les voies génitales féminines. Donc, le canal cervical constitue pour les spermatozoïdes un blocage physiologique d'un facteur 100. Donc ça, c'est vrai. Ensuite, B, la glaire cervicale au niveau du 14e jour du cycle féminin ne constitue pas un blocage. Donc la glaire au 14e jour, elle est perméable. C'est pour cela que c'est le jour le plus favorable à la fécondation, tout simplement. Ensuite, l'item C est faux, le péristaltisme de l'utérus ne constitue pas un blocage. Pourquoi? Parce que le péristaltisme de l'utérus se fait d'aval en amont, c'est-à-dire vers le haut. Donc ça favorise le trajet des spermatozoïdes vers les trompes. Ensuite, item D, le blocage des spermatozoïdes au niveau des glandes utérines et d'un facteur 1000, c'est vrai. Et l'item E est faux, le péristaltisme des trompes ne favorise pas la traversée des spermatozoïdes parce que le péristaltisme des trompes se fait en direction de l'utérus, alors que vers là, comme le montre cette flèche, alors que vous avez vos spermatozoïdes qui essaient d'aller vers là. Donc ils sont complètement à contresens du flux, donc ce qui fait que seuls les plus robustes vont pouvoir atteindre le complexe cumulo-ovocytaire parce qu'il faudra des battements très intenses pour aller contre ce flux. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous laisse avec la suite de la correction et je vous fais des gros bisous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais corriger les QCM 22 à 28. Du coup pour le QCM 22 c'était DE. Donc la A elle est fausse parce que la capacitation va rendre le spermatozoïde fécondant, d'accord, c'est l'objectif. À l'issue de cette étape, le spermatozoïde devient fléchant et il va être prêt à déclencher la réaction acrosomique. L'item B, c'est faux. La capacitation ne se produit pas dans les testicules, mais dans les voies génitales féminines. À ne pas confondre du coup avec la décapacitation qui, elle, effectivement se produit dans le testicule pour justement empêcher qu'il y ait une réaction acrosomique au niveau du testicule. Pour l'item C, il était faux aussi. L'objectif, donc, c'est de permettre le déclenchement de la réaction acrosomique, contrairement du coup à la décapacitation qui va empêcher ce déclenchement de la réaction acrosomique. Donc mélangez pas, la capacitation c'est dans les voies génitales féminines et la décapacitation c'est avant dans les testicules. L'item D, il était vrai. Pour remarque, donc la mobilité linéaire résulte de l'hypermobilité flagellaire. Et l'item E, il était bien vrai. Ensuite, le QCM 23, c'était aussi DE. Donc la A, c'est faux. Donc la corona radiata, dans sa matrice extracellulaire, d'accord, on va avoir beaucoup d'acide hyaluronique, d'accord, et pas forcément du collagène du type 3. Donc retenez acide hyaluronique dans la matrice extracellulaire de la corona radiata. Pour l'item B, il était faux. Donc c'est un amas de cellules de la granulosa qui entoure l'ovocyte 2 et pas l'ovocyte 1, tout simplement parce que la corona radiata elle est formée à l'ovulation et on ovule un ovocyte 2 et non pas un ovocyte 1, d'accord? Donc retenez bien, corona radiata ça entoure l'ovocyte 2. L'item C il est faux, donc la corona radiata ne se forme pas en même temps mais après le premier globule polaire, tout simplement parce que le premier globule polaire, il est formé en même temps que l'ovocyte 2, c'est-à-dire au stade de follicule de 2 Graaff, juste avant l'ovulation, tandis que la corona radiata, elle se forme à l'ovulation, donc après. L'item D et l'item E étaient vrais. Ensuite, pour le QCM 24, c'était BD. Donc la A est fausse, ne pas mélanger, faites bien attention, donc c'est la liaison entre la glycoprotéine ZP3 de la zone pellucide avec les récepteurs ZP3 de la tête du spermatozoïde qui forment une liaison réversible. Donc retenez bien, les glycoprotéines sont au niveau de la zone pellucide et les récepteurs sont au niveau de la tête du spermatozoïde, en ce qui concerne en tout cas la zone pellucide et les réactions du coup acrosomiques.
Donc du coup, liaison voilà, réversible. Item B était vrai, donc cette liaison entre la glycoprotéine ZP3 et les récepteurs ZP3 permet la réaction acrosomique. Ensuite, item C, il était faux, donc la réaction acrosomique, c'est aussi une externalisation de la membrane interne. Il faut savoir, donc la membrane externe, on voit pas, enfin j'ai pas de schéma, mais la membrane externe, elle entoure du coup l'acrosome, elle est vraiment à l'extérieur. Et puis, par déclenchement de la réaction acrosomique, on aura une libération du contenu de l'acrosome. Et donc, la membrane externe et l'acrosome vont partir. Et après, du coup, on va avoir juste la membrane interne qui recouvre le noyau. Donc, c'est bien une externalisation de la membrane interne qui va permettre ensuite, du coup, l'interaction entre les récepteurs sur la membrane interne, donc les récepteurs ZP2 du spermatozoïde, avec la glycoprotéine ZP2 de la zone pellucide, qui, elle, va former une liaison irréversible. C'est en lien du coup avec l'item D qui est vrai, la zone pellucide interdit les fécondations donc croisées entre deux espèces non compatibles, et ça c'est le principe donc de la barrière interespèce, et donc c'est très lié à cette liaison glycoprotéine ZP2 avec le récepteur ZP2. Et l'item E, il était faux. Du coup, il y a plusieurs spermatozoïdes qui peuvent traverser la zone pellucide, et pas uniquement un seul, tout simplement parce que le blocage de la polyspermie, il a lieu par la réaction corticale ovocytaire, et cette réaction corticale ovocytaire, elle se déclenche après la fécondation. Donc tant qu'il n'y a pas eu de fécondation, les spermatozoïdes peuvent traverser la zone pellucide, peu importe qu'il y en ait 2, 3, 4 en même temps, c'est pas le problème. Tant qu'il n'y a pas eu de fécondation, il y en a plusieurs qui peuvent traverser cette zone pellucide. Et après, il y a le blocage, et donc après, on ne peut plus la traverser. Ensuite, le QCM25, c'était BCD, donc l'item A, il est faux. Le spermatozoïde, il va pénétrer entièrement dans l'ovocyte, d'accord, retenez bien, entièrement, même avec son flagelle. L'item, donc les items B, C, D étaient vrais, je reviens pas là-dessus, et l'item E était faux, c'était un hors item. La réaction corticale ovocytaire rend la zone pellucide infranchissable aux autres spermatozoïdes. Donc, en soi, la phrase est totalement vraie, mais elle n'est pas en lien avec l'énoncé de l'item qui nous parle de la pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte. Donc, ne mélangez pas, la réaction corticale ovocytaire, c'est après la pénétration dans l'ovocyte. Donc, hors item. Le QCM26, c'était la D. Donc, l'item A, c'est faux. C'est pas le fuseau de division mitotique, mais le fuseau de division méiotique, tout simplement parce que notre ovocyte 2 n'a pas encore terminé sa division méiotique. On se rappelle que l'ovocyte 2 termine sa division méiotique en cas de fécondation. Donc là, il a été fécondé, d'accord, on voit le spermatozoïde ici, enfin les restes du spermatozoïde. Donc il va terminer sa division méiotique. Donc là, c'est bien le fuseau de division méiotique. Ensuite, l'item B est faux aussi, donc 2 est formé au cours de la fécondation, non, il est formé au cours de l'ovulation. Il s'agit du premier globule polaire, formé donc en même temps que l'ovocyte 2, et donc juste avant l'ovulation. Ensuite, l'item C est faux, 2 est diploïde. Non, il est haploïde, d'accord. Il est issu de la première division méiotique, donc de l'ovocyte 1 qui va donner ovocyte 2 plus le premier globule polaire, donc ils se sont répartis le matériel génétique en 2, donc il est haploïde. L'item D est bien vrai, puisque 3, voilà, c'est la zone pellucide, donc effectivement il y a des glycoprotéines qui vont être reconnues par le spermatozoïde. Et l'item E, il est vrai, il est faux, pardon, totalement faux. Les cellules donc, de la zone pellucide n'ont pas d'activité aromatase, c'est les cellules de la granulosa, donc qui sont encore autour, qui ont une activité aromatase. L'item, le QCM27, pardon, c'était AC, donc la A est vraie, c'est bien l'espace périvitélin, là le 4, qui sépare donc la zone pellucide de la membrane de l'ovocyte 2. L'item B était faux, donc le spermatozoïde, on l'a dit, il rentre entièrement dans l'ovocyte, donc ça peut pas être le flagelle, d'accord. Le flagelle il rentre, et ici on a le complexe filamentaire axial qui est la preuve que le flagelle est bien rentré dans l'ovocyte. Donc 5, c'est le lieu de pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte, et 6, donc on l'a dit, le complexe filamentaire axial. L'item C était vrai, 7 est haploïde, et 7 c'est le noyau, du coup, du spermatozoïde. L'item D, il était faux, donc 7 est obligatoirement 23Y. Non, ça c'est faux. L'homme, dans ses cellules, il est 46XY.
Donc, au cours de la division méiotique, il va nous donner des spermatozoïdes soit 23Y, soit 23X. Puisqu'il a les deux, il va forcément donner deux types différents. Au contraire de la femme qui a 46XX qui ne donnera donc que des gamètes 23X. L'item E, il est faux aussi. Donc 8, c'est le centrosome, ici, là. Et il ne va pas dégénérer, justement, c'est le seul organite qui ne dégénère pas. Et il correspond donc au centrosome. Et enfin, le QCM 28, c'était BD. Donc là est fausse. Les événements précoces, ils surviennent dans les 5 minutes, d'accord, après la fécondation, et pas les 5 heures. C'est vraiment juste après, très rapide, dans les 5 minutes. L'item B, il est bien vrai, on en a déjà parlé. L'item C, il est faux, c'est un hors item, puisque cet item concerne en fait les événements tardifs. Donc ne mélangez pas événements précoces et événements tardifs. L'item D, il est bien vrai, et l'item E, il est faux. Donc les événements précoces rendent la liaison entre ZP3 et son récepteur situé sur la zone pellucide impossible. Non, les récepteurs à ZP3, on l'a dit, sont sur la tête du spermatozoïde. Donc vraiment, ne mélangez pas la tête du spermatozoïde, c'est les récepteurs. Et la zone pellucide, c'est les glycoprotéines. Voilà, du coup je vous laisse avec Aude. Bon courage. Salut à tous, donc on va continuer cette correction avec le QCM 29. Donc ici il y avait 3 items de vrai, le A, le B et le D. Donc ici, QCM 29, on vous parlait des événements tardifs de la fécondation. Donc oui, ils se produisent bien dans les 24 heures qui suivent la fécondation, ils permettent bien la formation du deuxième globule polaire. Et ensuite, par contre, la C était fausse parce qu'on vous dit que la décondensation du matériel génétique va se faire dans le flagelle. Donc non, c'est dans la tête que se fait cette décondensation, puisque c'est dans la tête que se trouve le matériel génétique à la base. Ensuite, la D était vraie, donc il y a bien un mélange des chromosomes maternels et paternels lors de l'événement qui s'appelle la syngamie. Et ensuite, l'item E, il était faux également, parce qu'on vous parle ici des premières divisions embryonnaires. Et ce ne sont pas des méioses de segmentation, mais bien des mitoses de segmentation. Et on vous rappelle que ces mitoses de segmentation, elles vont former les premières cellules embryonnaires qui sont appelées des blastomères. Ensuite, QCM 30, il y a 2 items de vrai, le A et le C. Donc ici, on vous parle de la fécondation. Donc on vous dit permet le rétablissement d'une garniture diploïde. Donc ça c'est vrai. Ensuite, la B, elle était fausse parce qu'on vous dit permet la détermination du sexe de l'embryon grâce aux gamètes femelle. Donc non, c'est grâce au gamète mâle, parce que comme je vous le rappelle, le gamète femelle contient 2 chromosomes X, le gamète mâle a un chromosome X et un chromosome Y. Donc si le père donne le gamète où il y a le chromosome Y, ça va donner un embryon mâle, alors que s'il donne le chromosome X, qui avec le chromosome X de la mère donnera XX, donc ça sera un gamète femelle. Ensuite, on vous disait que la fécondation nécessite un seul ovocyte 1 et de nombreux spermatozoïdes mobiles. Donc pour la partie sur les spermatozoïdes, c'est vrai, il va falloir de nombreux spermatozoïdes mobiles. Par contre, ça sera un ovocyte 2 et non un ovocyte 1. Et ensuite, on vous dit que ça nécessite des spermatozoïdes qui ont subi une capacitation dans les voies génitales masculines. Donc ça, c'est faux. La capacitation, elle va se produire dans les voies génitales féminines. Ensuite, QCM 31, donc ici il y avait 2 items de vrai, le B et le E, donc ici on vous parle du développement prénatal, donc ça c'est le genre de QCM qui est assez global et qui va balayer toutes les semaines, on va dire, du développement, donc en particulier de la première à la 4e semaine, celles qui sont vues plus profondément dans ce cours. Donc, on vous disait à la A que le développement embryonnaire débute dès la première méiose de l'œuf, donc non, ça sera dès la première mitose de l'œuf. Donc dès la formation des blastomères. Ensuite, item B, il était vrai. Le développement, la période embryonnaire, elle se déroule bien de la première à la 8e semaine de grossesse. Après, on parle de période fétale. Donc comme vous pouvez le voir sur le diapo, sur le tableau qui se trouve sur le diapo, on a bien renommé période embryonnaire et période fétale. Ensuite, la C, elle était fausse parce qu'on vous dit que c'est durant la première semaine qu'a lieu la mise en place des feuillets embryonnaires. Donc là, vous pouvez re-regarder votre tableau, on voit bien que c'est entre la 2e et la 3e semaine qu'il y a la mise en place des feuillets embryonnaires, et c'est un phénomène qu'on nomme également la morphochorèse. Donc c'est les feuillets embryonnaires, ça sera l'ectoblaste, l'entoblaste et le mésoblaste.
Ensuite, la D, elle était fausse également, parce que on vous dit que la période fœtale se déroule de la 11e semaine d'aménorrhée à la 38e semaine d'aménorrhée. Donc non, c'est jusqu'à la 40e semaine d'aménorrhée. Et ensuite, la E, elle était vraie, c'est bien pendant la période fœtale qu'il y a croissance des organes qui ont été mis en place au préalable pendant la période embryonnaire. Ensuite, le QCM 32, il y avait 4 items de vrai, le A, le B, le C et le E. Donc ici, on vous parle de la première semaine du développement embryonnaire. Donc, il se passe bien l'item A, l'œuf va migrer vers la cavité utérine. Ensuite, un des grands événements, donc comme vous pouvez le revoir sur le tableau, c'est la segmentation ou la formation de la morula. Ensuite, le blastocyste va bien apparaître lors de cette première semaine. Par contre, l'item D, il était faux, puisqu'on vous dit qu'un embryon qui a passé la première semaine va forcément poursuivre son développement embryonnaire. Donc non, comme on le rappelle, c'est pas forcément le développement de l'embryon en lui-même qui va conditionner une grossesse, c'est surtout son implantation dans la cavité utérine. Un embryon peut très bien se développer pendant la première semaine, mais ne jamais s'accrocher à la paroi utérine et être éliminé, et donc ne jamais donner de grossesse et donc la suite ne jamais donner de naissance. Et ensuite, l'item E est vrai, c'est quand la femme porte un stérilet, il y aura bien mort de l'œuf. Ensuite, QCM 33, donc il n'y a qu'un seul item de vrai ici, c'est le D. Donc ici, QCM 33, vous parlez des premières divisions de la segmentation. Donc item A, on vous dit qu'elle se produit dans les 10 heures qui suivent la fécondation. Donc non, c'est faux, elle se produit dans les 24 à 30 heures qui suivent la fécondation. Donc faites attention aussi au piège qu'on pourrait vous faire et qui est déjà tombé au partiel, de dire dans les 24 à 30 heures suivant l'ovulation. Donc non, c'est bien dans les 24 à 30 heures qui suivent la fécondation. Ensuite, l'item B, il est faux parce que les premières divisions de segmentation, elles aboutissent à la formation non pas de cellules pluripotentes, mais bien totipotentes. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir donner toutes les cellules de l'organisme, mais aussi les annexes embryonnaires. Ensuite, l'item C, il était faux parce que les divisions, elles ne sont pas synchrones, mais asynchrones entre elles. L'item D, il était vrai parce qu'elles sont rapides. Et l'item E, il était faux parce qu'on vous dit que ça se passe dans un espace qui est non contingenté. Donc si cet espace est contingenté par la zone pellucide justement, qui empêche l'œuf de trop grossir et de prendre trop de place. Ensuite, le QCM 34, il y a 2 items de vrai, le B et le C. Donc ici, pour le QCM 34, on vous parle de la compaction. Donc item A, on vous dit qu'elle se déroule à J2, donc non, elle se déroule à partir de J3. Ensuite, la B était vraie, ça entraîne une différenciation des populations cellulaires. L'item C était également vrai, puisque les cellules de la morula deviennent adhérentes entre elles. Alors, l'item D, il était faux parce qu'on vous dit que le bouton embryonnaire, il est plutôt périphérique. Donc non, le bouton embryonnaire, il est plutôt central, et ça va être le trophoblaste qui va être plutôt périphérique. Et ensuite, on vous dit que les cellules trophoblastes sont apolaires et sphériques, donc non, c'est faux, elles sont polaires et elles présentent des microvillosités, donc comme vous pouvez le voir sur le schéma du diapo. Voilà, merci. Et on est parti pour la correction du QCM 35. Pour ce QCM, il y avait 3 items de vrai, c'était les items A, C et E. L'item A était vrai. Pour rappel, l'arrivée dans la cavité utérine du blastocyste se fait vers J4, J5. L'item B, lui, était faux, puisqu'au moment de la formation du blastocèle, que vous pouvez observer ici sur votre schéma, qui est la première cavité liquidienne de l'œuf prend alors le nom de blastocyste. Faut faire attention, on avait inversé les deux termes dans l'énoncé. L'item C était vrai, l'item D était faux, puisque l'embryon s'oriente selon l'axe dorso-ventral et non pas l'axe antéro-postérieur. L'axe antéro-postérieur, il correspond à l'axe céphalocodal, et cet axe céphalocodal ainsi que l'axe gauche-droite n'apparaîtront qu'avec la ligne primitive à J15, donc à la 3e semaine de développement embryonnaire, et non pas lors de la formation du blastocyste. Et l'item E était vrai. Pour le QCM 36, il n'y avait qu'un seul item de vrai, c'était l'item B. L'item A était faux puisque les cils des cellules épithéliales tubaires entraînent un flux liquidien allant vers la cavité utérine et non pas vers le tiers distal de la trompe. Alors, rappelez-vous que vos spermatozoïdes vont à l'encontre de ce flux liquidien tubaire, et donc eux, ils se dirigent vers le tiers distal de la trompe pour aller féconder l'ovocyte qui les attend,
Alors que donc le flux liquide intubère, lui, va aller dans l'autre sens, vers la cavité utérine. Il va permettre après, une fois que l'œuf, est formé, que votre ovocyte a été fécondé, d'emporter l'œuf vers la cavité utérine pour qu'ensuite il puisse s'implanter et se développer. L'item B était vrai, l'item C était faux puisque l'œuf arrive, dans la cavité utérine vers J4 et J5, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'item D était faux parce que l'œuf, quand il arrive dans la cavité utérine, il est au stade de blastocyste. Et l'item E est faux puisque l'étape indispensable pour que la grossesse ait lieu est l'implantation et non pas la migration. En fait, votre implantation, elle est primordiale puisque votre œuf, il est autosuffisant que quelques jours et après il va être très vite, demandeur en ressources, en énergie et donc en fait, il va se nourrir du glycogène, présent dans les cellules dans les cellules de l'endomètre, qui, en ont bien stocké puisqu'eux, ils sont en phase sécrétrice et donc ainsi, votre œuf en s'implantant, il va, pouvoir grandir en prenant, cette énergie. Si, il ne s'implantait pas, il serait pas assez longtemps autosuffisant et il va mourir, par, apoptose, par manque d'apport. Donc voilà pour le QCM36. Pour le QCM37, il y avait 3 items de vrai, c'était les items A, C et D. Donc l'item A était vrai, l'item B était faux puisque le trophoblaste synthétise des enzymes protéolytiques afin de permettre la dégradation de la zone pellucide. La bêta-HCG maintient le corps jeune actif et donc grâce à ce maintien du corps jeune actif permet la production de progestérone tout au long de la grossesse. L'item C était vrai, l'item D était vrai, c'est le principe du test de grossesse d'ailleurs. La présence de bêta-HCG chez une femme indique bien qu'elle est enceinte. Et l'item E était faux, c'était un hors item parce que cela décrivait la compaction et non pas l'implantation comme dit dans l'énoncé. Pour le QCM38, il y avait un seul item de vrai, c'était l'item B. Donc l'item A était faux parce que la phase d'adhésion se déroule de J5 à J6. De J6 à J7, on va avoir plutôt la phase d'invasion. L'item B était vrai, l'item C était faux puisque la phase d'adhésion implique des cadérines qui forment des complexes jonctionnels afin d'arrimer l'œuf à la paroi utérine. Les pinopodes, eux, vont plutôt avoir un rôle dans la phase d'apposition, lorsqu'ils vont absorber tout le liquide dans la cavité utérine pour que l'œuf vienne s'apposer contre la paroi de l'endomètre. Pour qu'ensuite, lors de la phase d'adhésion, il y ait des complexes jonctionnels entre votre œuf et l'endomètre, et qu'ensuite, après, pendant la phase d'invasion, votre œuf puisse rentrer dans l'endomètre et après s'y développer. Ensuite, l'item D était faux puisque c'était un hors item, cela concernait la phase d'invasion et non pas la phase d'adhésion. Et l'item E était faux puisque la phase d'adhésion est réalisée à J20, J23 du cycle utérin et non pas du développement embryonnaire. D'ailleurs, au niveau du cycle utérin, on se retrouve à la phase sécrétoire. Donc il y a plein de glycogène, comme je vous disais tout à l'heure, et ce qui va servir à nourrir essentiellement l'œuf. Pour le QCM39, il y avait 3 items de vrai, c'était les items A, D et E. L'item A était vrai, l'item B était faux puisque l'HCG est sécrété par les cellules trophoblastiques et non pas l'endomètre. C'est bien votre embryon qui sécrète l'HCG. L'item C était faux puisque le corps jeune sécrète de la progestérone indispensable à la poursuite de la grossesse et non pas des estrogènes. Enfin, le corps jeune va aussi sécréter des estrogènes, sauf que ces estrogènes sont toujours en permanence présents lors du cycle de la femme, que ce soit lors de la phase, que ça soit de la phase menstruelle, phase prolifératrice et ensuite phase sécrétrice. Vous avez toujours des estrogènes lors du cycle de la femme, alors que la progestérone, elle sert vraiment à faire poursuivre la grossesse et elle n'est présente que lors de la phase sécrétoire. Donc c'est pour ça que l'item était faux. L'item D était vrai, d'ailleurs il s'agit des cadérines pour les molécules d'adhérence de la phase d'adhésion et des intégrines pour les molécules d'adhérence de la phase d'invasion. Et l'item E était vrai. Pour le QCM40, il y avait 3 items de vrai, c'était les items B, D et E. L'item A était faux puisque les sites normaux d'implantation du blastocyste se font dans la moitié supérieure de la cavité utérine, comme vous pouvez le voir sur le schéma.
L'item B était vrai, l'item C était faux parce que parmi les grossesses ectopiques intra-utérines, il y a l'implantation cervicale, vu qu'on est toujours dans la cavité utérine. Mais ce n'est pas un des sites normaux. Les sites normaux, donc c'est bien dans la moitié supérieure. Le problème de quand votre votre œuf va s'implanter au niveau cervical, c'est que avec la formation du placenta, on va des fois avoir un placentum praevia, donc il va boucher une partie du col cervical, et donc ça va créer des saignements lors de la grossesse, et ça peut créer aussi, enfin ça peut bloquer lors de l'accouchement et obliger à faire une césarienne à la maman. Et ensuite, les items DE étaient vrais. Donc voilà, c'est fini pour cette colle, cette 7e colle de biocellulaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Community ou dans le chat. On vous souhaite un bon courage pour la suite et on se dit à très bientôt pour une prochaine colle de biocell. Portez-vous bien. Bisous.